Donc nous partons pour la deuxième vidéo où tu t'es arrêté sur la difficulté d'intégrer en fait l'enseignement de Krishnamurti. Peux-tu continuer sur ce thème-là? Je pense que, je pense que euh, forcément, quand on arrive avec toutes sortes de motivations en contact avec Krishnamurti, avec son enseignement, qu'on l'ait rencontré ou pas, ou que c'est été par l'intermédiaire de vidéos ou de films ou de livres, on a en arrière-fond sa propre culture, on a ses propres attentes, son propre questionnement, ses propres a priori culturels, philosophiques, religieux, inévitablement. Moi, je suis né dans une famille chrétienne, j'ai eu un intérêt profond, sincère pour Jésus, pour la Bible, pour les évangiles. Pas tellement pour l'Ancien Testament, mais pour le Nouveau Testament, les évangiles. Et je me souviens, étant jeune, mon regret, c'était que Jésus était venu sur Terre il y a 2000 ans et que c'était une vieille, vieille histoire parsemée de conflits, parsemée de guerres religieuses, tout ça. Et c'était vraiment... il y avait un hiatus énorme entre le monde chrétien et l'enseignement de Jésus. Voilà. Donc quand j'ai rencontré Krishnamurti, pour moi, c'était comme si je devenais contemporain de Jésus lui-même. Alors ça, c'était une grande joie. C'était une grande révélation pour moi. Euh, une aubaine, quoi, d'une certaine façon. Bon, eh bien, j'ai découvert au fil des années, bon, donc toutes ces années-là, de 62 à 80, à 85, j'ai découvert le drame aussi, que la vie de Krishnamurti a été parsemée de drames, comme la vie de Jésus a été parsemée de drames également. Voilà. Alors peut-être qu'on pourra rentrer dans le détail de quels sont les drames, mais c'est un enseignement euh, qui ne peut pas se mettre en pratique comme on suit une méthode, comme on suit un mode d'emploi ou comme on suit des prescriptions religieuses ou philosophiques. Voilà. Et il faut comprendre. Et c'est au fil des décennies, j'ai compris la difficulté à comprendre de façon vivante, pas de façon théorique, mais de façon vivante, euh, cette, euh, d'intégrer cet enseignement de telle sorte que ce ne soit plus des mots, ce ne soit plus des prescriptions, ce ne soit plus quelque chose auquel on se conforme, mais quelque chose qu'on intègre totalement dans son corps et dans son esprit. Donc ce que tu es en train de préciser, c'est qu'au fond, chaque personne a sa manière, doit trouver sa façon d'intégrer cet enseignement et que ça part toujours de là où elle en est quand elle rencontre en fait l'enseignement de Krishnamurti, c'est ça? Voilà, oui, exactement. C'est-à-dire que même si on rencontre Krishnamurti dans euh, dans un groupe, dans une école à Brookwood ou en Inde ou à Sanen, en réalité, c'est une rencontre individuelle. Hmm. C'est-à-dire, c'est un être humain euh, moderne, là, vivant, avec tout son passé, évidemment, qui coule dans ses veines, qui fait qu'il est ce qu'il soit chinois, qu'il soit russe, qu'il soit français, qu'il soit anglais, il est le résultat de milliers d'années de culture et de tradition et de euh, enfin,
de culture, voilà, avec tout ce que ça implique, le mot culture, hein, le conformisme, les conflits et tout ça. Euh, et c'est cette rencontre-là qui se fait. Et Krishnamurti en fait, euh, euh, établit ce contact avec l'individu, avec chaque individu. Alors, justement, Krishnamurti a lutté contre les institutions, contre les organisations, contre tout ce qui pouvait former une hiérarchie avec toujours un qui est au-dessus, un qui est en dessous, si je puis dire les choses comme ça. Donc toi qui est allé dans ces écoles, qui a vécu des expériences où tu as rencontré le conflit, où tu as rencontré, je dirais, des problèmes de pouvoir. Pourtant, Krishnamurti parle d'école. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, même si j'entends bien ce que tu es en train de dire et je le comprends tout à fait, je l'entends et je l'ai vécu aussi comme ça, que tout enseignement, si tu ne l'intègres pas individuellement et que tu n'en fais pas une expérience qui est la tienne, tu ne peux pas véritablement le comprendre. Mais pourquoi ces écoles? C'est la question que je me pose. Pourquoi Krishnamurti a toujours voulu créer des écoles? Dès le début de son enseignement, et même dès le début de sa vie, Krishnamurti a été lié au mouvement éducatif, d'abord en Inde, puisque Annie Besant, qui était sa mère adoptive, évidemment, favorisait l'éducation en Inde, qui était un pays sous-développé à l'époque, sous domination anglaise. Euh, donc elle-même, étant anglaise, elle a vu le manque énorme qu'il y avait et le besoin énorme qu'il y avait en éducation. Donc elle a favorisé ça et Krishnamurti, tout naturellement, a été avec le mouvement théosophique qui était international. C'était pas uniquement en Angleterre, pas uniquement en Inde, c'était dans le monde entier. Krishnamurti a été embarqué dans ce mouvement éducatif initié par la Société théosophique dans le monde entier, et évidemment en Inde, en Angleterre également. Donc Krishnamurti, quand il s'est mis à voler de ses propres ailes en 1927, mais plus particulièrement en 1929, a favorisé toujours dans son discours la question de l'éducation. Il a souligné l'importance de l'éducation, donc du rôle majeur de l'éducateur. Voilà. Pour lui, l'éducateur, c'est le personnage le plus important de la société. Alors, les écoles en Inde se sont ouvertes très tôt, que ce soit Rajgat ou Rishi Valley dans les années 1930, 34 pour Rajgat et puis un peu plus tard pour Rishi Valley. Mais en Occident, c'est qu'en 69 qu'une école a été ouverte en Angleterre et en 75 en Amérique, à Ohio, en Californie. Voilà. Donc, Krishnamurti a parlé tout de suite de l'importance de l'éducation, mais il s'est associé directement lui-même en Inde, évidemment, en passant par Ohio et Rajgat euh, pour parler à tout le monde, mais aussi aux élèves et aux professeurs. Et il s'est associé au mouvement éducatif en Occident que en 69, donc il avait quand même 74 ans. Voilà, puisqu'il est né en 1995, 1895. D'accord. Alors, tu as, toi, vécu une expérience à Brookwood quand tu étais jeune et que tu avais l'intention, toi, de créer une école en France et tu as, comme tu nous l'as dit, mis en place des formations, tu as été apprendre la langue anglaise, tu as été, tu as donc, tu es psychologue,
tu as aussi été te former à l'éducation nationale, mais cette école n'a jamais vu le jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux dire de toute cette expérience que tu as vécue pour comprendre qu'il n'y a pas d'école Krishnamurti en France? Alors, je crois qu'il y a une double difficulté. D'abord, pour être porteur d'un projet d'école en France, il faut avoir la motivation. Je pense que la motivation, je l'avais. Je l'ai toujours. Je sais que c'est très important l'éducation est très importante, donc elle est importante de partout dans le monde, et bien sûr en France, comme je suis français. Mais il y a une question une école n'est pas le fait d'une personne ou de deux personnes. Il faut un groupe élargi de plusieurs, au moins 10 ou 15 personnes. À Brocoud, on était 20. C'était pourtant une petite école pour 50 élèves seulement. Aujourd'hui, il y en a peut-être un tout petit peu plus, mais guère plus. Et puis aussi le financement. Comment financer une école où il y a peu d'élèves et il y a toujours beaucoup de dépenses. Voilà. La situation économique en Occident, en France, puisqu'on parle de la France plus particulièrement, s'est détériorée depuis 40 ans. Donc il n'y a jamais eu la vague porteuse pour ce genre d'entreprise, il n'y a jamais eu. Et quand on a rencontré Friedrich Grohe qui voulait ouvrir une école avec ses propres deniers en Suisse, auquel d'ailleurs j'ai collaboré à ce projet, en fait, très rapidement, il a été absorbé par Brockwood et il est devenu le financier de Brockwood. Donc finalement, une autre école n'a pas pu être créée avec cet argent-là, puisque son financement est allé à 90% pour Brockwood, un petit peu en Inde aussi et en Amérique. J'aimerais profiter de ces vidéos pour aussi te demander, toi, ton analyse sur certaines questions qui touchent notre société, qui touchent la France, l'Europe. Et là, j'aimerais te poser la question autour de l'éducation en France. Tu as commencé un petit peu à en dire deux mots, mais comment tu comprends là où on en est de notre éducation, c'est-à-dire l'école en France, ce qui est quand même assez, c'est quand même assez inquiétant ce qui s'y passe. Moi, je crois qu'il faut faire la différence entre l'enseignement et l'éducation. Voilà. L'enseignement, c'est une espèce d'ensemble de formation. On forme les élèves pour produire des futurs travailleurs, des futurs intervenants dans la société, qui puissent remplir des rôles d'architectes, de médecins, d'ouvriers spécialisés. Hein. Voilà. Alors, tout ça, c'est toute une organisation pour arriver à avoir ce, toutes ces personnes qui remplissent ces métiers nécessaires pour une société. Et puis l'éducation, qui est bien plus vaste, qui est bien plus profonde, qui est bien plus complexe que le simple processus de formation. Voilà. Je pense que aller à cette profondeur-là, c'est ça la difficulté. La plupart d'entre nous, nous sommes passés par le cycle d'enseignement. Hein. Alors on apprend les langues vivantes, on apprend toutes sortes de techniques, toutes sortes de connaissances. Mais par contre, on n'a jamais rencontré, on n'a jamais rencontré l'éducation véritablement, c'est-à-dire l'ouverture de l'esprit, l'ouverture de l'intelligence vive dont l'être humain est capable. Voilà. Ce dont parle Krishnamurti, qui malheureusement a beaucoup de peine à se mettre en œuvre parce que nous sommes en quelque sorte conditionnés par le propre processus par lequel nous sommes passés nous-mêmes.